Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, sais-tu qu'Amazon fait une mise en production toutes les 11 secondes en moyenne? Alors concrètement, ça veut dire quoi? Si tu es développeur, tu sais qu'au bout d'un moment, il va probablement falloir livrer ton code en production, c'est-à-dire quoi? Rendre ton code accessible en ligne aux utilisateurs. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il faut livrer ton code qui est en local sur un serveur de production, que ce soit via un FTP ou autre. Alors la méthodologie en FTP, ça c'est si tu es habitué à développer un petit site en WordPress et que tu t'amuses à livrer des choses comme ça. C'est un peu la méthodologie des années 80, je veux dire. Aujourd'hui, on utilise des outils et des process d'intégration continue, de déploiement continu et de livraison continue. Je te parle de ça dans cette vidéo. C'est parti! Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis codeur, freelance, digital nomade. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors livrer ton code via un FTP paraît un petit peu fou en 2021 et pourtant ça arrive encore sur certains projets et même parfois, je veux dire, sur certains projets sans gestionnaire de code source comme Git, SVN, etc. C'est ce que m'a raconté récemment quelqu'un en coaching. Je lui passe le bonjour. Alors sans aller bien sûr dans ces cas extrêmes, même un projet, je veux dire, géré avec un gestionnaire de code source comme Git peut poser des problèmes au moment de la mise en production. Je veux dire, tu peux avoir un problème de configuration, tu peux avoir une régression dans une partie du code. Et moi, je me souviens aussi à une époque, j'étais sur une mission et je me rappelle aussi qu'on ne committait pas et pushait pas tous les jours. On faisait ça à période tous les 3 semaines, un mois, etc. Et je peux te dire qu'au moment de livrer tout ça avec tous les développeurs en même temps, je peux te dire que c'était le gros bordel pour intégrer le code des uns et des autres, des collègues, entre les fichiers qui ont été modifiés, les merges, les fichiers de configuration, etc. C'était un gros bordel. Autre problème aussi pour livrer des applications, c'est bien évidemment livrer sur un serveur de production, pré-production, etc. C'est une opération assez sensible. Je veux dire, si tu fais un RM-RF au mauvais endroit, tu risques d'avoir de belles surprises. Autre problème aussi, livrer, ça prend du temps. Il faut retrouver le package, il faut builder un package, il faut aller le déposer, démarrer, etc. Bref, tout ça prend du temps. Alors tous ces problèmes font que l'on perd pas mal de temps à intégrer les changements, déployer, etc. les applications. Et au lieu de se retrouver comme Amazon à déployer les applications toutes les 11 secondes en moyenne, on se retrouve à livrer des applications environ tous les 3 ou 4 mois dans l'année. Alors pour remédier à tous ces problèmes, on cherche à automatiser un maximum cela. Alors on crée ce qui s'appelle un pipeline CI/CD. En gros, c'est un enchaînement d'intégration continu, de déploiement continu. Alors c'est vrai que c'est plutôt un boulot, un taf réservé aux DevOps en quelque sorte, mais si tu es développeur quand même, tu dois savoir mettre ça en place sur tes projets parce que voilà, c'est intéressant de savoir comment on met ça en place et surtout tu risques de travailler sur des projets qui ont déjà ce mode de fonctionnement. Alors première chose, la CI, l'intégration continue en français. Alors l'idée est très simple, c'est intégrer le boulot des développeurs le plus souvent possible, idéalement à chaque modification. Exemple tout bête, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, tu t'amuses à supprimer le fichier user-helper.js parce que tu penses que tu n'en as pas besoin, eh bien peut-être que ça peut poser un problème sur une autre partie du code qui a besoin de ce fichier, peut-être un collègue à toi, etc. Et au moment où tu vas pusher, tu vas committer, tu vas pusher sur le repo, eh bien ça va détecter qu'il y a un problème d'intégration. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Il n'y a rien de magique. L'intégration continue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer ton code tout simplement en faisant un git clone, par exemple, si tu es sous Git, par exemple. Ensuite, première étape, ça va faire une deuxième étape plutôt, ça va faire un build, ça va tenter de builder, ça veut dire récupérer toutes les dépendances du projet et tenter une compilation si tu es sur un langage compilé par exemple ou en JavaScript, ça va tenter peut-être si tu es en TypeScript de générer les types, etc. Ensuite, ça va lancer donc les tests automatisés, c'est-à-dire les tests unitaires, les tests d'intégration, etc. Et donc, c'est une partie hyper cruciale, on va dire, les tests unitaires, les tests automatisés, puisque une intégration continue sans test unitaire, je veux dire, ça ne sert pas
à grand chose. Donc maintenant, une fois que toute cette moulinette est passée, voilà, admettons, tu as supprimé le fichier, tu as committé, tu as pushé, toute la moulinette est passée, eh bien, si tu as une erreur, eh bien, tu vas recevoir un email comme quoi, attention, il y a quelqu'un qui a commité, puis ça a posé une régression. Et puis pour les développeurs qui connaissent la blague, eh bien, demain, ils doivent ramener, le lendemain, ils ramènent les croissants, hein, c'est une vieille blague de développeurs. Mais si tout est OK, eh bien, on stocke en fait l'artefact, le package, soit sur un serveur. Alors, tu as des outils comme Nexus dans le monde de Java qui fait ça, ou soit tu peux le stocker sur un autre repo Git, voilà, ailleurs en fait. Donc du coup, tu as stocké ton image, tu as stocké ton package, tu as stocké ton artefact. Ensuite, la deuxième étape après l'intégration continue, c'est bien évidemment le déploiement continu. Alors le but du déploiement continu, c'est d'automatiser au maximum le déploiement de ton application sur un serveur, idéalement encore une fois à chaque modification. Donc en gros, pour faire simple, l'artefact qui a été validé juste avant va être déployé sur différents serveurs. Alors que c'est des serveurs ça dépend les noms des boîtes, parfois c'est recettes, prod, pré-prod, qualification, etc. Donc l'idée c'est de les déployer sur différents serveurs et de les retester. Bien évidemment, une série de tests automatisés va passer dessus, etc. Et si tout est OK, ton serveur est up. Alors voilà pour l'intégration continue et le déploiement continu. Alors si tu veux t'amuser à tester ça rapidement, tu as des outils gratuits sur le net. Tu peux par exemple sur GitHub, tu peux tester GitHub Action. Tu vas pouvoir tester une première petite intégration continue, ou tu peux regarder du côté de CircleCI, Travis, etc. Jenkins, le fameux Jenkins pour les personnes qui viennent du monde Java. Tu entendras aussi parler peut-être le terme de livraison continue. Alors livraison continue, déploiement continu, la seule différence notable on va dire entre les deux, c'est que la différence entre la livraison continue et le déploiement continu, c'est que pour la livraison continue, tu as une action manuelle d'un humain en quelque sorte pour valider le passage en production de ton application. Alors en conclusion, en tant que développeur, qu'est-ce que tu dois finalement retenir de tout ça? Je dirais que tout d'abord, ton boulot, c'est pas un boulot de DevOps, je veux dire, tu n'es pas DevOps, tu dois pas être un expert sur tous ces sujets-là, mais il faut savoir qu'en tant que développeur, tu seras amené à travailler dans des équipes avec ce type d'environnement. Maintenant, si tu es développeur freelance et que tu as ton compte et c'est toi-même qui dois gérer tout ça, eh bien, je te conseille quand même de savoir mettre ça en place, parce que c'est quand même utile pour toi, pour ta sécurité en tant que développeur. Je veux dire, c'est ton filet de sécurité de pouvoir lancer automatiquement une intégration continue, un déploiement continu et avoir une série, bien sûr, de tests unitaires. C'est plus réservé uniquement aux grosses boîtes comme Amazon. C'est réservé maintenant, enfin, n'importe quel développeur peut mettre ça en place assez facilement. Dernière chose, et peut-être la chose la plus importante, eh bien, en tant que développeur, bien sûr, ce sont les tests. Comme je te disais tout à l'heure, une intégration continue, un déploiement continu sans test, ça ne sert pas à grand chose. Donc ton boulot en tant que développeur, c'est de produire de la qualité. Et la qualité passe forcément, j'ai envie de dire, par les tests automatisés. Alors j'en profite pour te faire un petit rappel que la formation sur les tests automatisés est relancée cette semaine. Alors c'est une formation sur les tests unitaires, intégration, méthodologie, TDD, BDD, etc. Bon, je t'en passe. Et bien sûr, il y a un module sur l'intégration continue. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas bien sûr ici à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Et si tu veux te renseigner un peu plus sur les tests unitaires, etc., j'avais fait une formation sur une vidéo déjà sur qu'est-ce qu'un test unitaire. Je te la remettrai ici. C'est une formation intéressante si tu découvres les tests unitaires. Voilà, je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas d'aller regarder le programme de cette formation. C'est le premier lien dans cette vidéo.